Bonjour et bienvenue à vous défenseurs de l'abbaye de Jade, bienvenue dans cette toute première vidéo qui va initier le démarrage de notre campagne qui se déroulera en 3 actes. On va entamer aujourd'hui le background, l'histoire et le fluff que nous propose Games Workshop au travers des quelques paragraphes qu'ils nous ont gentiment donnés avec la règle. Et ça, c'est toujours très cool de la part d'un éditeur de nous apporter les tenants et les aboutissants de ce pourquoi nous, héros, on va se salir les épées, les bottes et tout le reste au travers de nos aventures. J'aime bien savoir pourquoi je risque ma peau et surtout celle des autres. Alors, comment va être découpé cette première vidéo? On va déjà voir le fluff, donc l'histoire et le background de ce Warhammer Quest Darkwater. Ensuite, on va s'intéresser à Gelgus Pust, qui est le grand méchant de la campagne. On s'intéressera bien sûr aussi aux héros. Les 4 héros de base que nous sommes autorisés à jouer dès qu'on ouvre la boîte et dès qu'on commence la campagne en fait. Ensuite, bien sûr, on fera le tirage des cartes événements ou périples ou je ne sais quelle autre carte qui vont constituer notre déroulé sur l'acte 1. Et puis on finira par jeter un petit coup d'œil sur le mémo et le suivi de campagne que je me suis préparé parce que je compte bien jouer dans son intégralité au moins une fois, j'allais dire, je le dis d'ailleurs, au moins une fois à une campagne complète de l'acte 1 à l'acte 3 sur Darkwater Exsombre en français, sauf si, et ça on n'est pas à l'abri, ça m'est déjà arrivé, sauf si nous nous faisons rétamer en cours de partie. J'ai l'impression que plusieurs joueurs ont été obligés d'arrêter la campagne en cours de jeu parce qu'ils ont perdu. Alors, les conditions de défaite, il n'y en a pas 50, on les reverra par rapport au suivi. Mais ça peut arriver que malheureusement nous soyons dans l'obligation de stopper la campagne. Alors, si on le décide, rien ne nous empêche de continuer quand même. Mais sur le principe, je trouve que c'est toujours sympa de mettre un holà quand vraiment le jeu aura été plus fort que nous. On y va. Alors, là c'est juste pour avoir un bout de décorum, que ce ne soit pas une table relativement vide. Ça va nous servir, je l'ai dit, pour faire le tirage de nos cartes de péripéties de nos actes. Le bouquin forcément va nous servir, mais on démarre tout de suite avec le fluff. Et comme je l'ai évoqué, pourquoi est-ce qu'on envoie Friedrich von Moriarty et sa clique de héros à travers les terres de l'abbaye de Jade? Ça démarre avec terre de décrépitude. Alors là, c'est pas vraiment du fluff, quoique ça retrace, mais c'est surtout l'introduction au jeu lui-même fait par Games Workshop. Warhammer Quest Aigues Sombres est un jeu de plateau coopératif captivant et dynamique qui plonge les joueurs dans le rôle de héros, s'aventurant dans les ruines pestiférées de l'abbaye de Jade. En combinant vos talents uniques, des armes magiques et des trésors ésotériques, vous devrez défaire le démoniaque prince des lésions et ses sbires chancreux. Le mal couve dans les ruines de l'abbaye de Jade. Le seigneur de guerre démoniaque Gelgus Pust cherche à empoisonner la source du renouveau et son eau régénératrice qui se trouve sous les ruines du bastion. Imbus de propriétés magiques, la source du renouveau procure leur vitalité aux terres avoisinantes. Or, Pust voudrait la souiller avec les bienfaits toxiques de son maître, Nurgle, le dieu des épidémies.
Seule une bande disparate de héros et de mercenaires se tient entre le prince des légions et son ultime victoire. Pour l'atteindre, ils doivent louvoyer dans un paysage moisi et déformé au gré des caprices de Nurgle. Dans leur périple, ils affronteront des hordes aveugles de dévots de la pourriture, des hommes bêtes et les champions bouffis du dieu de la peste. S'ils survivent à ces horreurs, ils croiseront le fer avec l'effroyable Gelgus Pust en personne, un tyran goguenard, au corps boursouflé par la puissance démoniaque. Dans Warhammer Quest Aigues Sombres, vous embarquerez dans une palpitante campagne narrative aux côtés de vos amis et votre famille. Ce jeu a été conçu pour offrir des rencontres endiablées et infiniment variées et met au défi les joueurs d'accomplir des objectifs en repoussant les assauts de Gelgus Pust et de ses séides. Que vous soyez un écumeur de donjons chevronné ou que vous n'ayez jamais jeté un dé, les règles faciles à suivre de ces pages vous feront plonger, tête la première, dans l'aventure. Tandis que vous progresserez avec vos camarades, que vous enchaînerez les rencontres et que vous les rejouillez en tirant les leçons de vos erreurs, vous deviendrez plus puissant et mettrez la main sur de redoutables reliques qui vous aideront à croiser le fer avec des ennemis toujours plus dangereux. Le sort de la source du renouveau et du royaume de la vie dépend de votre hardiesse et de votre habileté. Alors dégainez vos lames, canalisez vos sorts et bannissez le mal de l'abbaye de Jade. Voilà à quoi nous attendre avec ces terres de décrépitude. Donc j'ai pris connaissance en même temps que vous de ce texte. Qu'est-ce qui m'a sauté aux yeux? Seigneur de guerre démoniaque, bon ça on le connaissait. Ah oui, en fait, il y a la source du renouveau. C'est elle qui est l'objectif principal de Gelgus Pust. On doit en fait protéger la source du renouveau parce que c'est ce qui donne la vitalité aux terres avoisinantes. Ok, donc rien qu'avec ces 3 paragraphes-là, on sait pourquoi nous devons défendre l'abbaye de Jade. Un grand méchant, des séides et des sbires relativement costauds parce qu'il y a Nurgle peut-être. Je ne connais pas du tout Nurgle. Mais en tout cas, on a de quoi faire. On va enchaîner avec la carte de l'abbaye elle-même. Là, il va falloir que je prenne par contre le texte du bouquin parce que ça va être écrit un petit peu trop petit pour moi de loin. Que je trouve ça, voilà, l'abbaye de Jade. Même si elle n'est plus que l'ombre de sa gloire passée, l'abbaye reste un site magique d'une grande puissance. Elle est composée de 3 niveaux, chacun recelant ses propres dangers et mystères, infestés par les forces du seigneur de guerre démoniaque Gelgus Pust. L'abbaye est entourée par des domaines corrompus que ses habitants nomment les terres fétides. L'influence du père des épidémies y est patente. Les édifices antiques sont recouverts de pustules et enserrés par des tentacules. Des nuages de mouches volent autour des branches, des arbres dont les troncs suintent de pus. Des kelpies des bourbiers se vautrent dans des mares de liquide ignoble et pestilentiel. Les rares lieux qui n'ont pas été affectés se trouvent autour des temples et des chapelles, d'où émane toujours un pouvoir purificateur. Mais ils déclinent et se décrépissent à une vitesse alarmante. Les niveaux supérieurs de l'abbaye de Jade ont été détruits lors des premières attaques de Pust et des inondations qui ont englouti aussi bien les défenseurs que les insurgés. Il y a des siècles de cela. Les halls engloutis sont les témoins de ce désastre. Un labyrinthe de couloirs inondés et de salles moisies
jalonné de pièges, un lieu obscur où résonne en permanence le bruit des flots de canaux souterrains. On y trouve ici et là des cascades bizarrement inversées qui font jaillir de l'eau pure vers la surface. Elles sont le résultat de mécanismes complexes alimentés par la pierre de royaume que les résidents de l'abbaye utilisaient autrefois pour pomper les eaux de la source du renouveau. Toutefois, désormais, la plupart de ces résurgences charrient de l'eau croupie. En profondeur, on peut trouver quelques endroits que Gelgus Pust n'a pas encore réussi à profaner avec les dons de Nurgle. C'est le sanctuaire de la vie, le cœur de l'abbaye de Jade, et l'endroit où se trouvait le mythique hypogée du renouveau. C'est le seul endroit de l'abbaye qui a échappé jadis à toute destruction, et sa splendeur ainsi que sa quiétude rappellent la gloire d'un âge passé. Cependant, la corruption de Nurgle progresse, et si le prince des lésions n'est pas vaincu, la source du renouveau ne restera pas pure très longtemps. Nous avons ensuite une citation d'Inara Sion. « Venir en ce lieu m'est douloureux. Il était autrefois le joyau de la couronne de Guéran, mais aujourd'hui c'est un dédale mortel, envahi par la corruption. Les responsables de ces horreurs doivent être noyés dans un déluge de vertu. » Oui, Inara, nous allons faire en sorte de les noyer dans un déluge de vertu. Alors, cette carte-là de l'abbaye de Jade, on nous a dit que le seul endroit qui a échappé à toute destruction, c'est le sanctuaire de la vie, le cœur de l'abbaye. L'hypogée du renouveau. Ouais, c'est ça, en bas à droite. L'hypogée du renouveau, c'est le seul endroit. Donc, ah, mais on n'a peut-être pas la carte en entier là. Il vaut mieux que je... Voilà, c'est celle-ci qui nous intéresse. En bas à droite, donc, l'hypogée du renouveau. Ce serait le seul endroit sur combien d'ailleurs? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Un seul endroit sur 15 qui aurait échappé à ce jour à la destruction de Nurgle. Ok, alors, je trouve que la typographie des noms, là, des lieux, n'est pas super facile à lire. Enfin, faut avoir le nez dessus, je trouve. Tout en haut, au nord, on a le repos du saint. Après, cathédrale du cercle sacré, la fange du cadavre, l'œil de Blémoc, bois des gueules noueuses, les cellules du pénitent, tour de Draconmark, le dégueuloir, les escaliers de Girion, c'est le royaume de Guiran, donc de Girion, les salles suintantes, la triste cataracte, l'aquafiltrum, les bastions des vignes, quartier de l'archidiacre et enfin l'hypogée du renouveau. Ok, alors le dessin de carte en lui-même est vraiment très sympa. Et on nous a bien dit, et là c'est bien représenté, qu'on a 3 niveaux en fait. Niveau supérieur détruit largement par les premières attaques de Gelgus. Les halls en dessous des labyrinthes. Et puis enfin on a en profondeur, donc 3e et dernier niveau. Et puis nous, héros, on va se balader à travers tout ça. Alors, ce qui peut me faire bizarre, c'est qu'en fait, la façon dont est construite la campagne par le biais du tirage de cartes au hasard, fait que on va raisonner en incursion, en fait. De quartier en quartier, on ira seulement faire des incursions à tel endroit. Pourquoi ça me fait bizarre? Non, ça ne me fait pas bizarre, c'est... Contrairement à d'autres jeux où on a une ligne conductrice et puis un chemin qui est vraiment tracé avec parfois quelques choix, là c'est un lieu vu de dessus et puis on va aller faire des escarmouches à droite à gauche. C'est un nouveau principe qui rappelle bien sûr fortement la cité maudite,
mais qui pour moi avait vraiment bien fonctionné. Ok, donc notre but ultime, c'est la défense de l'abbaye et puis la préservation de l'hypogée du renouveau parce que, je suppose que c'est là que va se trouver la source. Comment s'appelle-t-elle déjà cette source? Ah, il va falloir que je me mette les noms en tête, c'est important. La source du renouveau. Voilà ce qui va nous intéresser à protéger. Bon, le plan, je vais probablement m'en servir au fil de la campagne. Ça me fera penser à ce que je fais actuellement avec ISS Vanguard, c'est-à-dire noter sur la carte les endroits par lesquels on va passer. Alors oui, je suis d'accord, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à rester immergé complètement et le plus longtemps possible dans le monde de Aigues Sombres. On va enchaîner avec, après la carte, on a une petite introduction. Ghiran est le royaume de la vie, une vaste étendue de forêts, de prairies et de lacs scintillants défigurés par la guerre et la pourriture. Alarielle, la reine éternelle, déesse de la nature, revendique Ghiran. Mais son règne est contesté par Nurgle, l'infâme dieu de la peste. La guerre de la vie entre les deux divinités a laissé de vastes arpents de terre désolés et maudits. L'abbaye de Jade est une des victimes de ce conflit armé et amer. Pendant des siècles, ce bastion de l'ordre a veillé sur la source du renouveau, une source d'énergie de la vie liée à l'essence d'Alarielle. La perfidie de Gelguspust vint à bout de l'abbaye et de ses gardiens, mais jamais il ne put entièrement défaire ses enchantements défensifs. Derrière ces murs, croulants, les eaux pures de la source du renouveau coulent toujours, protégées par des charmes que les champions de Nurgle ne peuvent rompre. Bien des années plus tard, ces charmes commencent à se fracturer. La source du renouveau est vulnérable, et si elle est polluée par le mal, la lutte pour le salut de Ghiran basculera irrémédiablement en faveur du dieu de la peste. Donc ça confirme notre noble mission qui est dans tous les cas de protéger la source du renouveau. On verra ce qu'on peut faire et si c'est facilement réalisable. Ok. Ensuite, on a un texte sur le sanctuaire profané. Fondée à une époque légendaire, l'abbaye de Jade protégeait un trésor pouvant accorder l'immortalité, la mythique source du renouveau. Toutefois, la traîtrise d'une partie de son clergé précipita sa destruction. La source du renouveau est le plus grand secret de l'abbaye de Jade. Ces eaux cristallines sont imbues de l'énergie d'Alarielle, la reine éternelle, la déesse de la nature et de la renaissance. Une seule goutte de cette eau peut soigner toute maladie ou guérir si parfaitement une plaie qu'il n'en résulte nulle cicatrice. Le royaume du renouveau est un phénomène magique qui, par ses propriétés miraculeuses, alimente le cœur battant du royaume de la vie, tout en étant lié à la reine éternelle qui en tire ses pouvoirs de guérison. Les eaux de la vie jaillissent du noyau de Ghiran et irriguent les terres de l'éternel renouveau, ce continent auquel la source a donné son nom. Pendant des siècles, l'abbaye de Jade a protégé cette merveille de la nature, tandis que l'influence de son clergé se répandait. Les pillards hommes-bêtes, qui écumaient l'Aqui, furent mis en déroute, et cette région, préservée de Ghiran, devint un site de pèlerinage aussi bien pour le peuple de Sigmar que pour les serviteurs d'Alarielle, même si ceux qui étaient admis dans l'enceinte de l'abbaye étaient peu nombreux. Plus rares encore étaient ceux qu'on jugeait dignes de boire à la source du renouveau et de devenir ainsi immortels. Seuls les plus hauts prélats de l'abbaye et les plus grands nobles de Ghiran
avaient ce privilège, ce qui nourrissait de l'amertume dans le reste de la population. Ainsi, alors qu'elle était à l'apogée de sa puissance, l'abbaye de Jade commença à être rongée par un mal insidieux. L'homme qui allait devenir l'ignoble prince démon Gelgus Pust était un membre du cercle de Jade. C'était un prêtre de haut rang qui avait pour ambition de devenir un jour archidiacre. Cependant, c'était un rêve inaccessible étant donné que l'archidiacre d'alors était lui-même immortel. Âgé de plus de 300 ans, il avait pourtant l'apparence physique d'un jeune homme. Gelgus le Pieux, comme il aimait se faire appeler, savait qu'il risquait de ne jamais satisfaire ses ambitions, et cette pensée rongeait peu à peu sa moralité, le transformant lentement en un être amer, jaloux des dons accordés à ceux qu'il méprisait. Il prit soin de gagner en influence au sein des ordres combattants, en se faisant passer pour quelqu'un d'altruiste qui ne rêvait que de rendre le monde meilleur, alors qu'en réalité, il ne souciait du bien-être de personne en dehors du sien. Ok, donc Gelgus Pust connaît parfaitement les lieux parce que c'était un membre du cercle de Jade. Ambitieux, jaloux, amer, il devint ce gros tas. J'allais dire informe, pas si informe que ça malheureusement, mais en tout cas, il devint notre grand méchant de l'histoire. Ok, voilà pour un sanctuaire profané. Nous avons un texte sur la gauche. Je m'appelle Inarration. Chacun de vous a fait un long voyage pour venir jusqu'ici. Peut-être que vous ne savez pas encore pourquoi le destin vous a mené à moi. Je vais donc vous conter l'histoire tragique de l'abbaye de Jade. Lors des âges des mythes, des prosélytes de deux religions vinrent construire un bastion du bien et de la justice. Parmi ces âmes intrépides, certaines vénéraient le dieu roi Sigmar, d'autres la puissante reine éternelle. Elles avaient fait de Guéran leur foyer. À cette époque, les forêts étaient verdoyantes et la vie abondait dans les plaines et les marais. Ces bâtisseurs n'étaient pas de simples prêtres ou des scribes, c'étaient des guerriers mages poursuivant une mission divine. Je faisais moi-même partie de leur ordre, appelé le Cercle de Jade. Notre but était non seulement de protéger le continent d'Aki et son peuple, mais aussi de veiller sur un lieu sacré, car l'abbaye de Jade était érigée au-dessus d'une merveille, la source du renouveau. Ok, donc ça veut dire que Inara et Gelgus se connaissent. Ils ont dû se fréquenter à quelques reprises, au moins se croiser. Ok, ça se met en place, j'aime bien. Alors ça, c'était Sanctuaire profané. On va s'intéresser à Nurgle. Ah, Nurgle. Où est-ce qu'il est, mon Nurgle? Il est là, mon Nurgle. Voilà. Nurgle, seigneur des épidémies. Nurgle est le plus repoussant des dieux du chaos. Ses domaines sont des enfers de maladies et de désespoir qu'il se délecte de répandre dans les royaumes mortels. Malgré tout, ses serviteurs ne voient pas cela comme des maux, mais comme des bienfaits. Leurs cœurs pourris sont habités par une générosité malsaine, si bien qu'ils veulent sincèrement aider les vivants à les rejoindre dans leur dépravation. Le père des épidémies adore pervertir les cycles naturels et semer ces maladies afin de transformer les corps de ses victimes en nids d'infection. Sa détestation de la source du renouveau n'est donc pas étonnante. Il aimerait la corrompre pour qu'elle propage ses maux, juste pour le plaisir de voir sa pureté fanée et s'étioler.
Nurgle, oui, je savais que c'était la pestilence. Donc son trip, c'est ça en fait. Il accueille tous les êtres vivants, ce qui est bien sympathique de sa part, hein, ça part d'une bonne intention. Mais par contre, c'est juste histoire de nous pourrir intérieurement. Ok. Alors je vois qu'on a un texte Edmarc Valorant et je ne l'ai peut-être pas mis de côté celui-là. Clac, clac, clac. Ici non, ici non, ici non. Je check celui. Ah si, c'est celui-ci. Donc ça veut dire qu'on y viendra. Pour l'instant, j'enchaîne avec cette image-là, tirée toujours du livre. Plusieurs siècles après l'inondation qui a détruit l'abbaye, son rez-de-chaussée est ravagé et dangereux. Les séides de Puste hantent les cloîtres à la recherche de trésors encore cachés, tout en répandant les infections de leurs dieux. Et d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais au fond à gauche, on voit le casque et la silhouette d'Edmarc Valorant qui vient de franchir. C'est quoi? C'est une sorte de cascade d'eau, on dirait. Bah oui, c'est ça, puisqu'elle s'écoule vers ce qu'on a en premier plan, là, la source infectée. Ok. Alors, c'est toujours dommage d'avoir si peu de visuels. Il y en a quand même quelques-uns. Je crois qu'à la suite, on en a un autre. Oui, il y a celui-ci. Ils sont toujours tous très beaux. Là, on nous parle. Les forces de l'entropie ont pillé l'abbaye de Jade et massacré les membres de son clergé qui ont refusé de jurer allégeance à Nurgle. Pendant des siècles, ces sanctuaires cachés sont restés inviolés. Mais désormais, les cultistes de Puste les cherchent activement car ils veulent trouver l'emplacement de l'hypogée du renouveau. Ok, alors d'accord, ils savent pas où c'est, sauf que nous, comme on a vu sur la carte en bas à droite, l'hypogée du renouveau est clairement marquée. Donc ça, ce serait une information que Gelgus Puste et ses séides n'ont pas, mais que nous, on est censé connaître. Ok, très bien. Cette image, on vient de la voir. On va passer un petit bout d'histoire avec Edmarc Valorant. Suivez-moi! Rugit Edmarc Valorant alors qu'il s'est lancé dans l'eau qui lui arrivait aux chevilles, empli de l'ardeur du combat, même s'il ne voyait qu'à quelques pas dans l'obscurité. Ralliez-vous aux chevaliers à la manticore! Il faillit ne pas voir le monstre à tête de chèvre qui surgit des ténèbres en abattant son hachoir d'un geste maladroit. Valorant se tourna juste à temps pour intercepter l'arme avec son bouclier. Il avança pour bloquer la créature contre la courbure du mur des égouts et abattit sa hache sur sa tête et grimaça lorsqu'un jet de sang noir en jaillit. La créature morte s'affala sur lui de tout son poids et il vacilla, puis tomba dans les eaux froides et dégringola le long d'une pente raide. Le courant l'emmenait vers un vaste collecteur, loin en contrebas. Son cœur battant la chamade, Valorant tentait vainement de s'agripper aux parois vaseuses et glissantes pour éviter une chute vertigineuse et la noyade. Quelqu'un attrapa son gantelet avec fermeté et le retint. Le cadavre du pestigore le dépassa, manqua de l'entraîner dans sa chute et disparut dans l'abîme. « Fais attention, Valorant !» dit Brentillis d'une voix essoufflée. « Une manticore a beau savoir voler, les chevaliers imprudents feraient mieux de regarder où ils mettent les pieds. » Ok, donc, on a Brentillis qui accompagne Edmarc, qui accompagne Inara, et ils sont eux-mêmes accompagnés de Drolf. On va voir ça après. Alors, ce qu'on avait vu
pendant le déballage, j'ai souvenir de ça, c'est que Edmarc fait office de chef, hein, pour le groupe là, des 4 premiers héros. C'est comme ça que je l'ai compris et ça me va tout à fait. Monsieur Valorant sera donc notre chef. Très bien. J'allais dire il est imprudent. Non, il n'est pas imprudent, il est fougueux. Voilà, c'est un Edmarc très fougueux. Qui est-ce qui parle là? Ah ben on ne sait pas. On ne sait pas qui parle. On va voir. J'ai connu Gelgus Pust bien avant qu'il devienne un séide de Nurgle. Déjà à l'époque, il était ambitieux, arrogant et obsédé par le pouvoir. Le père des épidémies n'eut aucun mal à pervertir ses ambitions en infâme trahison. Toutefois, je n'aurais jamais imaginé que tant d'autres suivraient volontairement Pust dans la damnation. Lorsque les traîtres prirent les armes contre le clergé de l'abbaye, ils commirent un massacre atroce. Des hostes de mouches envahirent les cloîtres, tuant sans merci. Des démons se dandinaient en gloussant au milieu des cadavres. Déstabilisés par cette trahison, nous, les loyalistes, combattîmes de notre mieux en sachant que la résistance était futile. Nous fûmes forcés de conjurer la reine éternelle de déclencher un déluge afin d'inonder les salles de l'abbaye de Jade et de noyer ses occupants. Les traîtres furent engloutis ou s'enfuirent, mais beaucoup des miens furent sacrifiés ce jour-là. Ok, alors est-ce que c'est un haut gradé de l'abbaye qui évoque ce triste événement? C'est pas l'un d'entre nous, visiblement, en tout cas. Ok. Et puis, une dernière petite histoire. Malgré le pouvoir conféré par Nurgle, Gelgus Pust n'avait pas réussi à conquérir l'abbaye de Jade. On peut imaginer sa fureur quand il fut obligé de fuir devant les flots, tandis que ses serviteurs se noyaient derrière lui. Mais comme son maître, Pust est une créature patiente. Au cours des siècles suivants, il lança une campagne cruelle consistant à détruire les lignes telluriques et les sites de pouvoir à des lieux à la ronde autour de l'abbaye, afin qu'elle se retrouve isolée et coupée du reste des terres. Afin de le récompenser par ses actes de profanation, Nurgle transforma Pust en prince des légions, un champion immortel. Pust a choisi de revenir à l'abbaye, car il sent que les barrières magiques faiblissent autour de la source du renouveau. Les eaux de la reine éternelle se sont retirées, et plus personne en dehors de moi ne se soucie de ce lieu à l'abandon. L'architraître darde sa langue pustuleuse et sent le goût de la victoire. S'il parvient à corrompre la source du renouveau, il deviendra bel et bien le maître incontesté de la région. Et ce n'est pas le pire. S'il triomphe, son mal se répandra, car les eaux souillées de la source du renouveau s'écouleront sur les terres alentours. Les rivières, les lacs et la mer se transformeront en cloaques infâmes. Peut-être qu'Alarielle elle-même sera infectée. Si un tel malheur se produisait, l'emprise du père des épidémies sur le royaume de la vie serait totale. Nous sommes les seuls à pouvoir empêcher cela, en dépit de nos péchés passés et des tragédies qui affligent nos âmes. Les dieux ne nous ont pas choisis par hasard. Chacun de vous peut décider du sort de Guiran. Alors, êtes-vous avec moi? M'aiderez-vous à tuer le prince des démons et à mettre un terme à cette folie? On pourrait penser que c'est Edmarc Valorant qui parle. Alors, autant ils avaient mis Inaration, c'était où Inaration, là Ah non, c'était là, je m'appelle Inaration, ok. Sinon, là, on ne sait pas trop qui s'adresse à nous, qui nous raconte ça, mais enfin bon. Ça, c'est le décor. Maintenant,
avec ces paragraphes, nous savons ce qui s'est passé. Alors, ce qui est très pratique, et Games Workshop est très friand de ça, de cet arc narratif, c'est d'utiliser les siècles et les siècles et les siècles qui s'écoulent les uns après les autres pour justifier, comment dire ça, d'une part de l'importance de la tâche, mais aussi étendre les éventuelles aventures, incursions au fil du temps. C'est pas seulement sur les 5 dernières années. Non, non, ça fait des siècles que se sont produits ces événements-là. De ce que j'en comprends en tout cas. Bon, à la limite, peu importe. Le plus important, c'est que nous soyons là pour œuvrer. Alors, ça fait plusieurs fois que l'on nomme Gelgus Pust. Il est là, fils du père des épidémies. Alors là, on ne va voir dans cette introduction à la campagne que le Big Boss Gelgus Pust et les autres mini-boss. On les verra en cours de campagne, tout simplement. Gelgus Pust, le prince des lésions. Aucune créature n'est plus ignoble et vile que Gelgus Pust, le seigneur de guerre démoniaque, qui a fait de l'abbaye de Jade son domaine. Ce colosse, doté d'une paire d'ailes de cuir, est voué corps et âme à Nurgle. Il se délecte de profaner ce qui est beau et de répandre la corruption. Toutefois, Pust n'a pas toujours été si contrefait physiquement. Autrefois, il était Gelgus le Pieux, un prélat assoiffé de pouvoir et jaloux de ses pairs. En offrant son âme au dieu des épidémies, Pust reçut en échange le pouvoir de pourfendre ses ennemis d'un simple revers de son épée rouillée, et une telle robustesse qu'il pouvait survivre à une dizaine de traits d'arbalète en riant. Déterminé à payer sa dette, grand-père Nurgle en le servant fidèlement, Pust compte corrompre la source du renouveau et plonger l'acquis dans le désespoir et l'horreur. Alors on voit bien là son portrait qui sourit, il est flippant quand même. Et je le trouve beaucoup mieux réussi et beaucoup plus flippant que Radukar le loup de la cité maudite. Alors là vraiment, le challenge pour moi est assez fun pour aller détruire cette grosse créature. Très cool. Les statistiques de Pust, on ne les voit pas pour l'instant. Lorsque le moment sera venu de l'affronter, eh bien, on sortira sa carte et on verra ce qu'il a dans le ventre. Je ne suis pas pressé de les connaître, ces stats. Par contre, ce qui va être important, c'est de savoir qui nous sommes, nous, héros. Alors, nous, héros, on va enlever ennemi. Eh ben oui, on commence par, encore une fois, celui que je considère comme être le chef du groupe, Edmarc Valorant. Son histoire d'abord. Le chevalier à la manticore. Peu de guerriers sont aussi persuadés de leur talent martial qu'Edmarc Valorant, l'autoproclamé chevalier à la manticore. Cet orgueil n'est pas illégitime, car la liste de ses exploits au sein des armées de Dieu-Roi est impressionnante. Toutefois, après un incident lors duquel il fut blessé par des éclats de pierre de royaume d'Akshi, et tua plusieurs de ses camarades, il cherche aujourd'hui à laver son honneur. Valorant est arrogant, grandiloquent, est exigeant, mais sa présence est précieuse lorsque l'on croise le fer. Son bouclier scintillant part les coups, tandis que son épée longue sème la mort. Lorsqu'il est courroucé, les éclats de braise pierre fichés dans sa peau rougeoie, et ses ennemis subissent une combustion instantanée.
Admettez que vous avez de la chance que je me sois rabaissé à combattre à vos côtés, nous dit Edmarc Valorant. Ah oui, arrogant, grandiloquent et exigeant. Il est même carrément un ton au-dessus de Yann Solo. Parce que Yann Solo, il a ce côté attachant et ce sourire narquois. Mais alors Edmarc, il se la pète d'une force. Alors, pour les héros, Edmarc, normalement... Ah non, c'est pas ça. C'est ici, on est censé avoir du fluff. Voilà le fluff. Ok. Héros de l'abbaye de Jade, Edmarc Valorant, le chevalier à la manticore. Edmarc pense être le plus grand champion mortel des armées d'Amerol Aksha. Malgré son arrogance, il faut reconnaître que le chevalier à la manticore s'est maintes fois distingué au combat. Pourtant, sa longue liste de faits héroïques a été récemment entachée par une disgrâce. Au cours de sa dernière campagne militaire, il a reçu plusieurs éclats de pierre de royaume d'Akshi dans le corps suite à une explosion. Cela ne l'a pas tué, mais l'a plongé dans une rage irrépressible au cours de laquelle il a massacré non seulement ses ennemis, mais aussi plusieurs de ses compagnons. Valorant est désormais ostracisé et amer, et il est prêt à tout pour trouver la rédemption. Les éclats de pierre de royaume dans son corps continuent de le tourmenter, et il se nimbe de flammes lorsque la colère l'envahit, au point d'incinérer ceux qui s'attaquent à lui. Ok. Ok. Donc c'est très récent là, ce qui s'est produit avec l'explosion au cours de sa dernière campagne militaire. Est-ce que c'est 1 an, 2 ans, 5 ans, peu importe. En tout cas, il a été vraiment marqué par ça. Bah ça, c'est un fluff qui est vraiment cool par rapport à ce héros. Là, il est tourmenté, arrogant et tourmenté. Ça, c'est bien. C'est ce qui nous donne les meilleurs héros d'ailleurs. Hein. Ensuite, on va aller chercher Madame Tillis. Bren Tillis, dit la sainte renégate, rien que ça. Voleuse, fugitive, brigande. Bren Tillis a été tout cela et bien plus encore lors de sa vie de mercenaire. Elle doit de nouveau échapper au clergé de Sigmar, mais cette fois, c'est pour une juste cause, car elle détient les reliques de sainte Yondara, son ancêtre et gardienne de la source du renouveau. Le devoir de la sainte repose désormais sur Bren Tillis. C'est une redoutable duelliste qui éviscère ses ennemis avec son épée bâtarde. Elle bénéficie aussi des pouvoirs des reliques de son ancêtre, notamment son crâne. Grâce à cet artefact macabre, Yondara peut communier avec Bren et guider sa main afin de l'aider dans sa quête visant à débarrasser l'abbaye de Jade du mal une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas une héroïne, mais j'ai une mission et je compte bien l'accomplir. Ah, Bren, elle me plaît beaucoup, c'est droit, carré, bonne mercenaire telle que je les apprécie, et en plus, leur look, mais à tous, hein, leur look est vraiment extra. Allez, sur les 4 premiers, je vais mettre en moins Drolf, Ironhead. Il est sympa avec ses 2 haches, mais les 3 autres, hein, je vous montrerai les figurines tout à l'heure, les 3 autres quand même sont vraiment top. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur Bren ? Bren est une mercenaire qui a combattu en Ghiran et au-delà, mais son passé familial est glorieux. L'ancêtre de Bren était la sainte Yondara Tillis, une héroïne légendaire qui mourut en défendant l'abbaye de Jade. Les ossements de Yondara furent par la suite récupérés et inhumés dans un temple sigmarite avec plusieurs de ses effets personnels.
Incapable de renoncer à son devoir, l'esprit de la sainte s'accrocha à ses reliques dans l'attente de quelqu'un digne de les posséder. Lorsque Yondara ressentit le mal qui envahissait de nouveau l'abbaye, plusieurs siècles plus tard, elle fit appel à Bren, sa seule descendante, afin qu'elle intervienne. Bren ne fut pas facile à convaincre, d'autant plus que les prêtres du temple servant de tombeau à Yondara refusèrent de se séparer des reliques de la sainte au profit d'une misérable mercenaire, ce qui força Bren à les dérober, peut-être autant pour se venger que par sens du devoir. Guidée par son ancêtre, elle est déterminée à accomplir un acte honorable pour laver son honneur suite à sa sanglante carrière. Alors, encore une qui a quelque chose à se reprocher, son passé de bandit mercenaire. Et alors là, c'est pas simplement en faisant un don dans une église, hein, c'est carrément en risquant sa vie au sein de l'abbaye de Jade. C'est beau? C'est beau. Ensuite, on va demander à Inara. Inaration. La lame purificatrice. Alors, rares sont les humains de Guiran aussi âgés qu'Inaration, qui a connu l'âge d'or de l'abbaye de Jade. Elle est restée jeune et vigoureuse grâce à l'Aquaguiranis qu'elle conserve dans ses amphores et a voué sa vie à vaincre la corruption qui s'est emparée de son ancienne demeure. Inara a appris à se battre sous les auspices du cercle de Jade, qui cherchait à mêler également l'escrime et le savoir mystique de l'eau. Elle ne porte pas d'armure afin de se déplacer avec la grâce d'un ruisseau et d'avoir toujours une longueur d'avance sur ses ennemis. Si la situation menace de tourner court pour ses camarades, elle canalise la magie de son amphore pour convoquer un mur d'eau que nulle créature corrompue ne peut traverser. L'abbaye était jadis un lieu de sérénité. Je vais restaurer son honneur et sa gloire. Voilà ses projets à Inara. Alors là où le dessin est super bien fait, c'est que effectivement, elle est entre deux âges. Ni jeune ni vieille, c'est très très bien représenté ça. Alors oui, puisqu'il faut bien que j'ai une préférée dans, dans ce Warhammer Quest, ça va être Inaration, mais alors elle est franchement suivie de très très près par Bren. Les deux là, non, je pense même que pour une fois, je vais les mettre au même... sur le même pied d'égalité. Tellement elles sont badass, ces deux-là. Alors, le fluff d'Inara. Rares sont les mortels qui se souviennent de l'âge d'or de l'abbaye de Jade, lorsque la source du renouveau coulait librement et que les prêtres du cercle étaient des guerriers sages renommés. Inaration est la dernière survivante du cercle de Jade. Et elle tente de chasser la corruption qui gangrène son ancienne demeure sacrée. Sion est une aquabole inégalable, une servante de la foi sigmarite et une disciple d'Alariel, si bien qu'elle peut appeler à l'aide ces deux divinités dans son combat contre la pestilence. Elle porte une amphore contenant de l'eau puisée à la source du renouveau il y a bien longtemps, ce qui lui accorde de grands pouvoirs. Son épée n'est pas en métal, mais en liquide vivant qui peut frapper ses ennemis à distance. Bien que calme et mesurée, Inaration est habitée par le désir de se venger des responsables de la destruction de l'abbaye de Jade. Ah ok, donc la lame purificatrice, et ben, on verra son profil après, ses stats, mais... elle peut attaquer ses ennemis à distance. Ok. Bon, là on a Edmark, Bren et Inara qui ont tous trois un passé, mais alors, ou bien sulfureux, ou bien très marqué. Qu'en est-il de Drolf?
Là, je suis bien curieux parce que qu'est-ce que fout ce nain parmi nous? L'explorateur endurci. Nul ne connaît mieux que Drolf le labyrinthe de marécages, de forêts infectées et de broussailles qui entourent l'abbaye de Jade. Il est le dernier descendant de son clan et porte sur ses épaules le fardeau d'une vengeance inassouvie, tuer le prince des Lésions qui a précipité la mort de sa famille. Ce n'est qu'ainsi que l'honneur de Drolf sera restauré. Taciturne, rugueux et peu loquace, Drolf a passé sa vie à sillonner les étendues sauvages d'Aki, en parvenant toujours à se frayer un chemin à travers des régions réputées impénétrables. Il utilise pour cela ses deux haches, qui sont tout aussi efficaces pour traverser les rangs de ses ennemis, tandis qu'avec son arbalète, il peut ficher un carreau dans l'œil d'un pestigore à 1000 pieds. Il n'est nul obstacle qu'un Duardin ne puisse surmonter s'il l'a décidé. Ok. Donc là, avec Drolf, on est purement et simplement dans de la vengeance. De la vengeance. Euh, Alors, Inara est très 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 vieille. Par contre, Edmark, Bren, en tant qu'humains, sont de notre époque. De l'époque, en tout cas, à laquelle se passent nos aventures. Et Drolf, c'est pareil. En fait, Drolf n'est pas... il a l'âge d'un nain, certes, il doit être vieux. Mais... c'est bien ça, il n'y a que Inara qui est très vieille. Ok. Alors, est-ce que j'en ai oublié? Ah oui, attention, attention, attention. Drolf, tu as droit aussi à nous raconter ton histoire. Drolf Ironhead est un duardin excentrique car il apprécie la vie dans les forêts d'Aki et chemine sans la moindre difficulté à travers les terrains les plus tourmentés de la région de la Source du Renouveau. Il est originaire d'un clan Khazalid qui s'était jadis établi dans les pics venteux et qui s'était allié à l'abbaye de Jade. Il la défendit jusqu'à ce qu'une inondation d'immondices provoquée par Gelgus Pust envahisse les salles de sa forteresse et noie la plupart de ses guerriers. À l'époque, Drolf n'était qu'un poil au menton, mais il jura alors de venger ses frères. Après des décennies passées à subsister dans la nature, il est devenu un survivaliste d'exception et a affûté ses deux haches en prévoyant de débarrasser le monde du fléau qu'est le prince des Lésions. Alors, correction de ma part, ça veut dire que, à l'époque, Drolf n'était qu'un poil au menton. Et si l'inondation provoquée par Gelgus remonte à, allez, on va dire 200 ans, bah oui, dans ce cas-là, Drolf, lui aussi, a traversé des siècles. Ok. Donc là, moi, je considère qu'il est relativement âgé, ou dans la force de l'âge. Bon. Nos statistiques, en commençant par notre chef Edmark. Alors, à quoi il va falloir faire super gaffe pendant le jeu? C'est sa capacité tempérament de feu. Edmark a un caractère impétueux, et plus on l'attaque, plus il est furieux et rend coup pour coup. C'est un pouvoir qui fonctionne à l'infini. Après que ce héros a bloqué une touche causée par une attaque, si l'attaquant est à côté de lui, jetez un dé pour chaque touche bloquée. Si un ou plusieurs jets donnent 5+, infligez un dégât à l'attaquant. À la vache, alors ça c'est infini, donc il faut s'en rappeler systématiquement. Après qu'Edmark a bloqué, si l'attaquant est à côté de lui. Ok. Donc c'est uniquement s'il subit des touches au corps à corps.
D'accord. Mais pour que ça se déclenche, il faut quand même qu'Edmark réussisse à bloquer une touche. Ah, il y a deux conditions quand même à bien remplir, hein. Euh, ouais, c'est ça. D'abord, on bloque. On vérifie que l'attaquant est bien au corps à corps avec nous. Et puis, on tente de faire une riposte. Voilà, ça va être ça. Ce sera une riposte potentielle. Ok. Ensuite, capacité spéciale de Bren, inspirée par Yondara. L'ancêtre de Bren lui vient en aide en guidant ses coups et en raffermissant son âme. Une fois par round de bataille, lors du tour de ce héros, donc une fois par round, choisissez un des effets suivants à appliquer jusqu'au début du prochain tour de ce héros. À la vache, on a trois choix. On peut relancer les jets de mouvement. On peut relancer n'importe quel dé des jets d'attaque, ok. Et on peut relancer les jets de sauvegarde. Sachant qu'elle défend sur 4+. Elle touche à 3+, ok. Une fois par round de bataille, lors du tour de ce héros, on choisit un des effets et on l'applique jusqu'au début du prochain tour. Et ça, c'est gratuit. Alors, comparé à Edmark où on avait le symbole infini, là en quelque sorte, ah oui d'accord, c'est infini que ce soit autour d'Edmark ou autour des ennemis. Alors que pour Bren, c'est uniquement une fois par bataille lorsque Bren est en train de jouer. Ouais, c'est balèze quand même, hein. Relancer n'importe quel dé du jet d'attaque, relancer les jets de sauvegarde, bon, avec l'obligation de conserver le nouveau résultat, certes, mais enfin quand même, ça peut nous sauver les miches. Quand je vous disais elle était très bien cette petite. Madame Sion, qu'est-ce que tu nous proposes, Inara, statistique? Ah oui, c'est le fameux mur d'eau. Nulle créature ne peut traverser. Alors là, par contre, ça a un coût. Ça coûte une énergie. Inara manipule l'Aqua Gyranis afin qu'elle forme une barrière dont la pureté empêche les créatures corrompues de passer. Retirer tous les pions de trombe du champ de bataille. Les pions de trombe. Alors, elle va avoir des pions comme ça. Un pion bleu. Alors, j'en ai un ici. Voilà, c'est ça. Mais je n'en vois qu'un. Alors pourquoi est-ce qu'il généralise en disant retirer tous les pions troncs du champ de bataille? Ah bah peut-être qu'à un moment ou à un autre, on peut utiliser des pions génériques, ce qui est bizarre. Mais là, pour démarrer, elle en aurait qu'un. Alors, d'abord, on retire tous les pions trombes, ok, du champ de bataille. Ensuite, on choisit une case vide, visible, ok, et on y place un pion de trombe. Les ennemis comptent les cases qui ont une trombe comme étant bloquées. Tant qu'un pion trombe est sur une case appelée fatale, celle-ci ne peut pas infliger de dégâts au héros. Alors là, ça nous renvoie au type de case ici. Donc une case bloquée, c'est une case qu'on ne peut pas traverser. On ne peut pas se placer non plus dessus. Et c'est une case qui bloque la ligne de vue. Donc ça permet à Inara de bloquer un passage par exemple, c'est pas mal. Et sur une case appelée fatale, la case ne peut pas infliger de dégâts au héros. Ah oui d'accord, c'est liseré rouge, et si on traverse une case fatale, normalement on subirait un dégât. Alors qu'avec un effet de trombe, nous sommes transportés par les eaux de l'Aqua Gyranis.
Donc, c'est un bon soutien, Inara. Mais à aucun moment, là, d'après ce que je vois, elle ne peut avoir plusieurs trombes en jeu au même moment. Ce qui est très bien, c'est que l'histoire là qu'on a lue pour les uns les autres, on retrouve bien le pouvoir concerné sur leur capacité en jeu. Ça, c'est cool. Et puis, nous reste Drolf. Capacité de Drolf, explorateur expérimenté. Alors là aussi, c'est infini. Drolf, c'est comment traverser tous les types de terrains, même les plus difficiles. Quand ce héros sprint en utilisant l'aptitude mouvement, il ignore les effets des cases fatales et inextricables, donc rouge et pointillé jaune. Non seulement il ne subit pas de dégâts, mais il ne perd pas un à son mouvement en cours pour les cases inextricables. Alors ça c'est à l'infini, mais la seule condition d'application c'est le fait de faire un sprint avec du mouvement. Ok. Donc lui est très mobile. Alors sachant qu'il a un mouvement de base de 3. Alors c'est de base... et ça va rester d'ailleurs un mouvement de 3 systématiquement. Donc s'il sprint, il peut ignorer les cases fatales et inextricables. Ok. Alors, ils ont tous aussi une carte équipement de base lorsque l'on va commencer la campagne. Ça, on y reviendra au moment d'y jouer. Là, on va rester dans la présentation. Est-ce que j'ai encore besoin du livre de règles? Normalement, non. Les stats des héros, en tout cas leur capacité spéciale, on a vu. Alors là, par contre, on va passer maintenant à la composition de notre campagne. Et on a besoin de l'acte 1 par la crasse et la sanie. Alors, je ne ferai pas de gameplay, même pour tester avec le tout premier scénario qu'il est conseillé de jouer qui sert de tutoriel en fait. J'ai envie de démarrer directement nos aventures avec la pioche des cartes au pif, au hasard. Alors au hasard, peut-être pas tant que ça. Ce que l'on doit regarder, si on a besoin, c'est comment on fait. Voilà, création et la mise en place là. Bon, choisissez les héros. On les a vus, hein, ils sont Monsieur Valorant, Madame Tillis, Madame Sion et Monsieur Ironhead. Ok. Placez le livre de plans, ça on y reviendra. Créer la pile de l'acte. Voilà. L'acte 1. Alors, carte de l'acte 1. Oui. Nouvelle campagne. Oui. Prenez les cartes de boss pour l'acte. Boss, boss, boss. Ah oui, alors. Alors. Tiens. Avant ça, je voulais vous montrer nos potes. Quand même, j'ai dû mettre 2 petites heures pour chacun d'entre eux, donc franchement, c'était tout à fait correct. Je craignais surtout pour Edmark par rapport à la peinture. À noter au passage que ce support-là, c'est chez Torek que je l'ai acheté. C'est le premier. Alors, c'est pas un support, c'est un. Oh, ça a un terme très spécifique dont j'ai bouffé le nom, mais c'est super classe. Il y en a des noirs, des marrons foncés, des marrons plutôt clairs comme ça. Je pense que je réinvestirai dedans parce que sur les étagères, que ce soit pour les grands méchants ou pour nos héros, c'est quand même super stylé, ça fait envie. Et donc oui, je craignais beaucoup de peindre Edmar parce que je le trouvais pas si évident que ça. Je sais pas pourquoi, alors qu'en fait on a beaucoup de grandes surfaces. J'ai beaucoup aimé peindre Mistinguett, là, Inharation. Alors oui, je l'ai fait blondinette. Moi, j'aime bien avoir une héroïne blondinette de chez Blondinette.
Miss Brentillis, à qui j'avais failli couper le haut de la lance et de la lanterne, là, que je trouvais pas plus cool que ça, et ben en fait, non, ça le fait bien. Alors je me suis pas embêté à un schéma de couleur, je me suis basé sur les visuels qu'on avait sur nos cartes de héros. Puis alors petit bonhomme, et bah petit bonhomme, voilà, c'est notre petit bonhomme, on va voir comment il se démerde sur le terrain. Alors plus j'ai avancé dans la lecture et puis en faisant le mémo là des règles, plus j'ai vu que ça restait quand même un jeu très très tactique, hein. Ça, on ne nous a pas spoilé là-dessus. C'est pas parce qu'on a qu'une quinzaine de pages de règles en tout et pour tout que ça reste bébête. Ça me fait penser d'ailleurs à Dungeon Saga Origins ou Dungeon Saga tout court. Certains disaient ouais non mais c'est vraiment simpliste. Et bah pas tant que ça. Vraiment dans les Dungeon Saga on a de quoi faire par rapport à différentes règles qui sont aussi du type escarmouche, hein. Et là, de l'escarmouche, eh ben, on va en bouffer à tour de bras. Alors, j'en reviens à la composition de notre... J'allais dire campagne, non, c'est composition seulement de notre acte 1. On a 3 cartes de boss qui sont foulouf. On sait que nous affronterons seulement foulouf dans cette partie. Alors foulouf, il est là. Il est sympa comme tout. Il a été très très sympa à peindre aussi. Ça a été assez rapide. Je pensais que j'allais galérer, mais non, non, non. Il a été. J'aime beaucoup. Vraiment, Foulouf, je vais apprécier te démonter la gueule. Donc, prenez les cartes de boss, mélangez-les. Ah oui, alors, sous la table, hein. Ah non, 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 mieux que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. 5, 6. Nous aurons affaire à la ménagerie de Foulouf. Ces cartes-là, alors, ces cartes-là, on a la boîte de l'acte 1. Et normalement, si je me souviens bien, bah, ces cartes-là, on ne les revoit pas. On ne les reverra pas tout de suite. Hop. Donc, la ménagerie de Foulouf, qu'est-ce qu'on en fait? Les cartes, mélangez-les, d'accord, placez-les à côté du livret, défausser les autres cartes, puis mélanger les cartes d'actes restantes, distribuer 14 cartes face visible. Placez-les au-dessus de la carte de boss. Ah oui, ok. Donc, forcément, Foulouf, ce sera le boss de fin d'acte. Et par là-dessus, on va mettre 14 cartes. Alors, je les ai mélangées 2-3 fois déjà. On a de la rencontre, de l'événement. Ce que je vais vouloir, par contre, pour la construction du premier acte, c'est au minimum une carte, un site de repos, un bref répit. Il y en a 3 ou 4. En plus, donc, oui, en plusieurs exemplaires, forcément, s'il y en a 3 ou 4. Et je veux en avoir au moins une. Alors, comment je touille par contre? Là, je ne vais pas m'amuser à lancer de dés. Je vais faire ça là en dessous, tranquillement. Et il nous en faut mélanger les cartes restantes. 14 faces visibles. Allez, ce que je vais faire, c'est une au-dessus, une du dessous. Une du dessus. C'est un peu chiant, mais une du dessous. 2, 4. Une du dessous, une du dessus. Ah merde, 2 du dessus. Donc une autre du dessus, une autre du dessous. 2, 4, 6, 8. C'est ça. 9, 10, 11, 12. Je m'arrête là, je vérifie si j'en ai pas pris trop. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il m'en manque une du dessus, une du dessous. Je ne... Oups, désolé. Oh là là, ça y est, je suis nerveux. Ça y est, je suis dans le truc là, je suis dans le game. Vous savez, quand je fais voler des trucs, que j'en fais tomber d'autres, ça veut dire qu'il y a le petit côté nervosité, impatience, excitation qui est là. Ouh.
Celles-ci, on n'a pas besoin de les revoir. Maintenant, placez-les au-dessus pour créer la pile de l'acte. Défausser les cartes inutilisées, ok. Préparer les piles de pions, les cartes récompenses, les autres pions, très bien. Mais alors moi, ce que je veux pour composer ma future campagne et mon premier acte, carte rencontre pour résoudre un acte. Voilà. Piocher les 2 premières cartes de la pile de l'acte et on place titre face visible devant soi. Normalement, et là je dis bien normalement, c'est ce qu'on avait vu dans la lecture et découverte des règles, on lit le texte des 2 cartes et on en choisit une. Moi, je veux pas faire ça. Moi, ce que je veux faire, c'est en reprendre 7 au hasard parmi celles-ci. Je remélange. Et comme ça, les 7 et uniques cartes, eh bien, ça va être le déroulé de notre acte. Et à manipuler, là, comme je l'évoquais pendant les règles, en rejouabilité, on est quand même vachement bien. Allez, pareil, une du dessus, une du dessous. Une du dessus et de 3 et de 4. 5, 6. La dernière, ce sera celle du dessus. Voilà. Voilà comment on est. Donc celle-ci, je les mets de côté pour vérifier que nous avons... Qu'est-ce que je cherchais, moi? Ah, voilà. Acte 1, site de repos, un bref répit. Ah, on n'a qu'un seul bref répit, par contre. Oui. Bon. C'est grave ou pas? Pas du tout. Fouiller le cloaque, tout ça, je ne prends pas. On range. On range, on range. C'est bien foutu quand même ce compartiment-là. Va se garder le visuel acte 1 par la crasse et la Sani. Alors derrière, je vous rappelle, ce sont tous les titres, tous les noms des cartes que l'on a dans l'acte 1. Ah ben voilà, site de repos, un bref répit x3. Ok, ça c'est rangé. Maintenant, je vais les remélanger, sauf... Ah bah si, je vais toutes les remélanger. Ça veut dire que notre acte est composé de 8 cartes. 2, 4, 6, 8. Ok. Donc je vais remélanger celle-ci. Alors, la seule chose, il ne faut pas que le répit soit la première des cartes. À la limite, voire même la deuxième. Quoique, j'en sais rien. Allez, j'arrête là, je remets ça au-dessus de la table. Le marais affamé. Voilà, on va commencer par le marais affamé. Alors, si vous connaissez le marais affamé, priez pour nous. Ça, pour l'instant, on ne le lit pas. On verra ça lorsque l'on démarrera la campagne. Et puis bah, après, voilà, tout est là. Hein. On a juste à enchaîner cela. Ce qui va nous amener à quoi? À quoi, Garis? Gyranis? Je sais plus. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, le suivi de campagne. Capture de fenêtre. Tac, tac, tac. Yes. Mon journal de campagne, donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis directement le mémo sur les règles importantes en cours de campagne. Notamment, maximum de récompenses. On n'oublie pas que c'est c'est en tout et pour tout 4 cartes récompenses par héros à tout moment. Déverrouillage de campagne. Les paquets ouverts après chaque acte sont ajoutés en permanence au jeu. Bon, ça paraissait couler de source, mais autant se le remettre en tête. Création de la pile d'actes. Mémo. Toutes les pioches se font titre visible. Oui, c'est ce que j'ai fait. Piocher une carte de boss, défausser les autres. Yes. Piocher 14 cartes, placez-les au-dessus de la carte boss. Oui. Voilà ce que je m'étais noté, j'ai pas oublié. Variante pour la première campagne. Ah oui, je ne voulais pas de rencontre avec Gelgus Pust. Je crois que j'ai vu ça dans un
déballage. Quand la boîte est sortie, ou alors non, quand les premiers youtubeurs affiliés à Games Workshop avaient reçu leur exemplaire, il y en a un qui a évoqué que pendant l'acte 1, on pouvait tomber sur Gelgus Pust. J'ai dit, mais même pas en rêve. Ah, alors ça, j'en sais rien pour le coup. Ah ouais, je peux pas le savoir. Ou alors je peux le savoir en faisant un truc. Alors, attendez, on va affiner ça. Mise en place, Kelpie, ok. Donc là, il n'y a pas Gelgus, ça on sait pas. Tac, 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 mise en place, Verrogueux, ok. Ça on sait pas, pénétrer. Dans la pestigore, gna gna gna, ok. Session d'exercice, ah bah décidément. Ah, c'est bien, on alterne événement. Pestigore, Verrogueux, Chancrené. Ok. Donc là, dans l'idée, on n'est pas en train d'affronter Gelgus Pust dans l'acte 1. Donc, ça va me détendre. Et ce qui est bien, c'est qu'on a, enfin, je sais pas si c'est bien, mais on a une rencontre. Ah, le site de repos est en second. Rencontre, événement, rencontre et boss. Waouh. On verra comment ça se passe. Ok. Donc, pas de carte avec Gelgus Pust, ça c'est bon. Avoir au moins une carte site repos, c'est bon, j'ai respecté mon souhait. Réussite d'une rencontre. Alors ça, c'est le mémo une fois qu'on a fini une rencontre. On a du soin, on pioche des récompenses, on passe le jeton premier joueur, on pioche une nouvelle carte d'acte en cours. Si on échoue, il se passe des trucs pas rigolos. Boss, alors j'ai laissé une ligne boss pour remplir. Victoire ou défaite, je suppose. Je verrai. Et puis après, j'ai décomposé acte 1 que j'ai appelé premier pas, acte 2 que j'ai pas encore appelé, puis notre acte 3. Ah, il faudra que je corrige parce qu'il y a en chiffres et en chiffres romains. Ok. Et puis pour un acte, et tout simplement, si c'est un repos, une rencontre ou un événement, le nom. Et puis si c'est une victoire ou une défaite. J'en suis resté là pour l'instant sur le suivi, ça reste assez soft, mais j'aime bien garder une trace de nos exploits, enfin futurs exploits, j'espère. Et puis avant de clore ce premier épisode, le mémo, je n'ai pas senti de piège en le faisant. J'espère que j'ai bien tout interprété. De toute façon, je vous rappelle que sur la dernière page du livre de règles, référence, le tour ennemi est bien décomposé, les actions ont l'air vraiment d'être bien décomposées. Pas d'ambiguïté, on a un rappel des différentes cartes, ce qu'on en fait, si on épuise, on la retourne ou on les défausse. Les types de cases, les attaques ennemies, comment ça se passe, le tour des héros. Rien que sur une feuille comme ça a l'air assez complet. Donc on verra en cours de partie. Mais en tout cas, pour en finir avec le mémo, j'ai léger modifié le fait de ne pas avoir de cible, et ça c'est très bien. Si une figurine doit attaquer mais ne le peut pas, il ne se passe rien, égal, foutez-nous la paix les ennemis. Laissez-nous souffler. Ça c'est excellent. Excellent? Non, excellent. Bon, puis après, il faudra que j'aille y jeter des yeux grands ouverts par rapport à nos attaques, nos aptitudes, les attaques des ennemis, les différents dégâts, les comportements des ennemis avec leurs dés, les renforts éventuels, l'équipement, l'initiative, la mise en place du champ de bataille, ok, les mouvements, bon. Non, j'ai vraiment l'impression que c'est... Alors, clairement, ça n'est pas une usine à gaz, ça c'est sûr. Et il y a eu quelques fois des tournures de phrases un petit peu trop... comment je vais les appeler?
alambiqué, mais Games Workshop aime bien enfin dans leur version française en tout cas, ils aiment bien ou bien répéter les choses à plusieurs reprises ou alors faire une phrase assez lourde pour au final dire quelque chose de relativement soft. Et c'est là où on peut se faire avoir en fait. C'est tout bête. Eh ben, j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve là parce que ça y est. Ça y est, on a fait le tour pour cette mise en place. Nous avons nos 8 cartes rencontres, événements et de repos pour nous balader. J'ai peur que se reposer dès la deuxième phase, enfin, c'est pas une phase, dès la deuxième carte d'acte, ce soit un peu prématuré. Oups, on verra bien, on verra comment ça se passe. De toute façon, ça va faire l'objet d'être l'occasion de tester et de voir si on peut s'en sortir plus ou moins facilement. Je vous cache pas que depuis quelques jours, maintenant que les vacances de Noël sont terminées, j'étais impatient de pouvoir vous retrouver pour ça. Donc ça va être, j'espère une dinguerie. En tout cas, l'envie est bel et bien là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Non, bah c'est bon, ça y est. Hein. Je check mes écrans, mais là on a fait le tour du propriétaire. Donc, c'est avec ferveur et enthousiasme que nous allons nous retrouver le plus vite possible pour démarrer le premier épisode avec notre première rencontre intitulée Le Marais affamé. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça me plaira. Donc à très vite, chers défenseurs de l'abbaye de Jade. Salut, salut.